Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous accompagner comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure sur Canal Algérie. Avec toute l'équipe, nous vous avons préparé plein de thématiques comme à chaque fois. Vous accompagner tout au long de cette émission. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout d'abord et parler du don du sang justement, son importance et voir ce qui en est, les nouvelles techniques peut-être, des chiffres aussi. En tout cas, bien évidemment, ça aide beaucoup les malades et il faut bien évidemment le faire, ne pas hésiter à le faire. Et pour en parler cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir un médecin, donc Hicham Touahria, qui est également président du comité national de jeunesse à la Fédération algérienne de donneurs de sang. Et puis vous êtes habitué désormais à la rubrique littéraire, comme chaque mercredi. Faisal Bayoud nous fait le plaisir d'inviter cet après-midi Nadia Sebki, qui est écrivaine et poétesse également. En tout cas, nous avons hâte de passer un moment agréable avec elle, comme à chaque fois. Et la rubrique est signée Faisal Bayoud, bien évidemment. Vous êtes également habitué au conseil, j'ai envie de dire, de Yasmine Assari dans la rubrique Inspiration Habitat. Et puis, Wahida Salmouchlif sera également de la partie aujourd'hui. Il sera question de le saviez-vous et ça sera un thème très intéressant. Il concerne bien évidemment les tenues traditionnelles. En tout cas, nous verrons avec elle tout à l'heure. Nous allons avoir plein d'informations comme à chaque fois. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Des reportages bien évidemment et de la musique pour vous accompagner. Et bien justement, pour commencer, nous allons vous offrir une belle chanson, une belle reprise, j'ai envie de dire, du défunt. Kamel Messaoudi Allah yarhamou, Yahsra Aliki ya Dunya, et une chanson qui est reprise par deux jeunes. Il s'agit d'Amine Babylone, de belles mélodies aussi, et un clin d'œil et un hommage que nous rendons cet après-midi à Kamel Messaoudi Allah yarhamou. Il nous a bien évidemment régalé, un grand artiste avec de belles chansons, de belles paroles en tout cas, qu'on fredonne tout ça sans problème. Et voilà, c'est avec ces belles paroles justement que j'accueille mes invités. Une chanson qui a été très appréciée, notamment par Nadia Sebki. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Ravie. Ah oui, c'est une très belle chanson. Oui, on la fredonne tous, hein. Elle est indémodable et puis elle date depuis des années. C'est un peu nous. Elle est ce que nous sommes en fait. C'est vrai, c'est des histoires qu'on connaît. Elle a plus de 30 ans la chanson pour vous dire, mais c'est des histoires qu'on connaît. Voilà, on se reconnaît, on reconnaît des proches, on reconnaît voilà, qui nous parle, une chanson qui nous parle. Absolument. En tout cas, ravie de vous retrouver Nadia encore une fois. Merci. Aujourd'hui, je vais être un petit peu à l'écart, ça vous dérange pas? Ah bah non, il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment, je suis contente de vous retrouver tous. Voilà, puisque votre présence est signée justement Faisal Bayoud et la rubrique littéraire, l'instant littéraire. Comment ça va Faisal? Bonjour Lilia, ça va, merci à vous. Ravi de te retrouver encore une fois. Oui. Voilà, c'est un plaisir comme à chaque fois. Et puis nous avons également avec nous cet après-midi un médecin, Hicham Touahria. Comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Bienvenue. Merci. Alors on va détailler un petit peu. Donc médecin, docteur. En chirurgie vasculaire. Voilà, en chirurgie vasculaire. Je tenais à ce que vous le disiez vous-même. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir. Vous êtes très actif, notamment avec le Croissant Rouge algérien, c'est ça? Auparavant, j'étais au Croissant Rouge, actuellement à la Fédération algérienne. C'est ça, à la Fédération du donneur de sang. Et justement, on va faire un petit peu un état des lieux, j'ai envie de dire, cet après-midi avec vous. Le temps de recevoir et d'accueillir comme il se doit. Yasmine, comment ça va? Ça va, depuis... Yasmine Assari, voilà. Depuis hier, pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements. Voilà. Mais ravie d'être là, comme à chaque fois. La tenue quand même, si, de haut en bas. Je suis très observatrice. Je vois, ça ne me met pas du tout mal à l'aise, mais ça va, je gère. Voilà, en tout cas, le bleu vous va aussi bien. Merci. Voilà. Merci. En tout cas, ravie de te retrouver, Yasmine, et on a hâte de découvrir, bien évidemment, tous les conseils que vous partagez avec nous chaque mardi et mercredi. Donc, on va commencer avec le docteur Touahria, et parler justement du don du sang, de l'importance justement de cet acte. N'est-ce pas? Ben oui, le don de sang. On ne cesse jamais de le dire, on invite beaucoup de personnes qui sont très actives, mais à chaque fois, on aime bien justement en parler et reparler aussi de cet acte qui est très important. Ben oui, le don de sang, c'est un besoin qui est continu, on le ressent tous les jours, autant dans notre activité professionnelle, personnellement, mais aussi même personnelle. Je pense que tout le monde a été confronté à ça au moins une fois dans sa vie. Un proche qui a besoin de sang, ou un ami de la famille, ou un voisin. Exact. Donc le besoin il est continu et la promotion et même la sensibilisation doit se faire tous les jours. On continue, on doit en parler encore et encore afin d'inscrire cette idée dans le sang, cette culture-là
Que ça devienne un réflexe peut-être. Hein. Exactement, ça peut devenir un réflexe. Voilà, ne pas y penser et le faire quotidiennement ou alors souvent, assez souvent. Exactement. Donc, il faut savoir que le don de sang, c'est pas juste une seule fois par an. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire chez l'homme. On peut faire ça 3 fois, 3 à 4 fois par an. Chez la femme, 4 fois par an. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois. Et c'est très important. Nous, on veut inscrire une nouvelle génération de donneurs qui sont réguliers, pas des donneurs sporadiques qui viennent une fois donner, puis ils disparaissent pendant des années. Au contraire, ça motive aussi les donneurs à rester en bonne santé pour toujours continuer à donner leur sang. D'accord. Et justement, quelles sont les actions justement menées par la Fédération algérienne de don du sang? Donc, à la Fédération J'imagine qu'il y en a beaucoup et c'est toute l'année, bien évidemment. Exactement. Le don de sang, c'est toute l'année. Ce n'est pas une seule journée, que ce soit la journée nationale, la journée internationale où on fait des activités. Au contraire, c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année. On est présent sur 58 wilayas, donc il y a des comités qui travaillent, que ce soit des comités donc, de wilayas, mais aussi leur groupe de jeunes. Donc, moi, je représente le comité national des jeunes à la fédération. Donc, on a des groupes de jeunes actifs partout sur le territoire national. Donc, que ce soit des collectes, donc au niveau des universités, au niveau des points où il y a plein de jeunes qui sont en bonne santé, qui peuvent donner leur sang, qui sont un réservoir de donneurs de sang réguliers. C'est ça le plus important, que ce soit des donneurs de sang réguliers. C'est la régularité. Exactement. On fait aussi beaucoup de promotions, pas forcément que des campagnes de collecte. Parfois, comme aujourd'hui, ici dans votre émission, d'ailleurs, merci pour l'invitation. On va faire de la promotion, on va parler des idées reçues, des fausses idées reçues sur le don de sang, des critères de sélection d'un donneur, essayer de démystifier certains points. Les gens ont parfois peur du don de sang, alors que c'est quelque chose qui est sécurisé. Sans risque. Exactement, ni pour le donneur, ni pour celui qui reçoit le sang plus tard. Très bien, justement. Alors, on va commencer par les idées reçues peut-être. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce que les gens craignent justement pour ne pas le faire? Je pense que si je pose la question ici de plateau, tout le monde va me donner les mêmes réponses. On va commencer par, voilà. Est-ce que vous avez déjà justement donné votre sang? Personnellement, non, parce que j'ai horreur des seringues, des aiguilles. Sensible. Donc, sensible. Et pourtant, j'imagine qu'il y a beaucoup de, justement, vous vous déplacez au niveau des universités, des écoles, et comme Faisal côtoie beaucoup les étudiants, j'ai envie de dire. J'aimerais bien avoir des astuces pour justement aller au-delà de ça. D'accord. Très bien. Les seringues. D'accord, Yasmine? Oui, moi j'ai déjà donné plusieurs fois. J'ai pas de souci avec ça. Va. Tu n'as pas de souci avec ça, Madame Nedia? Moi, en fait, je ne connais pas ces dons. Je suis contente de me retrouver là, à écouter toutes ces belles informations. Les informations, je pense, aux citoyens lambda, comme moi, par exemple. Je n'arrive pas à avoir ces informations concernant les dons de sang. Mais vraiment, donc, ça m'intéresse. L'information n'arrive pas. Surtout, vous parlez des donneurs sporadiques et des habitués. Moi, je pratique du sport, je fais beaucoup de sport, j'ai une bonne hygiène de vie. J'aimerais bien partager avec les Algériens mon sang à moi, parce que ma mère, quand elle était malade, on avait besoin de son sang et on est parti chercher. Et là, moi, j'aimerais bien faire des dons, mais je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant vraiment et je n'aime pas fréquenter les hôpitaux. Donc, mais il ne faut pas justement aller dans un hôpital pour donner son sang. Ça a changé depuis. N'est-ce pas, docteur? Oui, on peut, mais on n'a pas que cette alternative. Il y en a d'autres. Exactement. Donc, les idées reçues, la première. Voilà, docteur, alors. La peur des piqûres. Une consultation en direct, psychologique. En direct. Je n'arrive pas à l'identifier, mais bon. En fait, il faut savoir que le don de sang, c'est des personnes qui sont professionnelles. Donc, même si vous avez peur des aiguilles, c'est un inconfort qui est temporaire. Donc, c'est des professionnels, des infirmiers, des médecins qui sont là, qui encadrent la collecte. Donc, premièrement, vous n'avez rien à craindre, parce qu'avant de donner votre sang, c'est pas vous venez et directement vous passez pour donner votre sang. Vous allez avant ça passer par un médecin qui va vous faire un questionnaire, prendre votre attention artérielle, voir si vous êtes apte ou non à donner votre sang. Vous pouvez être inapte temporairement parce que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas. Ce jour-là, vous n'êtes pas dans votre état optimal au top de sa forme. Exactement, pour donner votre sang. Mais vous pouvez revenir une autre fois pour le faire.
Et puis quand vous passez pour le prélèvement en lui-même, c'est un infirmier qui est qualifié, qui va vous faire le prélèvement. Donc, et ça il saura vous parler, vous rassurer. Moi, je pense qu'il faut mettre un bandeau. Voilà, ça sera plus simple. Et puis, généralement, ce qu'on voit les jeunes quand ils viennent donner leur sang, ils sont là allongés, ils donnent leur sang et en même temps, ils sont sur leur téléphone. Voilà. Ils ne se rendent même pas compte. Et le temps, ça passe vite. Un don, du début jusqu'à la fin, c'est 30 minutes. Le prélèvement en soi, c'est entre 10 et 15 minutes. C'est quelque chose qui passe très rapidement. Donc, mais sinon, pour les autres idées reçues, généralement, les gens ont peur. Donc, ont peur surtout d'attraper des maladies transmissibles et tout. Alors que tout est stérilisé, tout est fermé. D'ailleurs, on les voit tout ouvrir. Oui, tout est jetable aussi. Exactement. C'est un matériel qui est stérile et à usage unique. Donc, votre poche, elle est ouverte devant vous. La poche et l'aiguille, elle est ouverte devant vous. C'est un matériel qui est que pour vous et personne d'autre. Exact. Donc, pour ça, il n'y a rien à craindre. Même pour après, pour le sang, quand il sera transformé pour être donné à un malade, il y a des tests. Le sang, il est testé. C'est réglementé. Il y a des tests précis pour éviter qu'il y ait toute maladie transmissible via le sang. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, parfois, les gens confondent entre don de sang et analyse médicale. Oui. Donc, ils viennent au don de sang et ils sont à jeun. Or, pour faire un don, vous m'avez devancé, j'allais poser la question. Exactement. Il faut manger, pas un repas copieux, pas trop gras, mais il faut bien manger, il faut s'hydrater avant et après. Il faut s'être nourri durant cette journée, normalement. D'accord. Moi, je me rappelle pour partager en fait mon expérience. La première fois quand je suis partie donc donner du sang, la première question que je leur ai dit, c'est que je ne connais pas mon état de santé. Est-ce que je suis un bon donneur ou pas? On m'a pris l'attention, on m'a fait passer un questionnaire et on m'a dit vous inquiétez pas, votre sang sera analysé pour être plus tard utilisé ou pas. C'est ça. Et est-ce que justement tout le monde peut donner son sang ou qui sont les personnes qui malheureusement leur sang n'est pas accepté? Bon, donc pour maladie chronique peut-être, on va commencer. Exactement. Donc pour le don de sang, il y a des critères de sélection. C'est ça. Donc au moment où vous passez chez le médecin qui encadre la collecte, vous déclarez votre maladie. Il va vous poser certaines questions, donc il y a un questionnaire bien précis. Donc les donneurs de sang, c'est des personnes qui sont entre 18 et 65 ans. D'accord. Qui pèsent plus de 50 kilos, ça c'est des critères de l'OMS. D'accord. Et qui sont en bonne santé. Donc toute personne qui a une maladie chronique, qui prend un traitement, ou qui a été malade récemment, une petite grippe ou le rhume comme en ce moment. D'accord. C'est vrai. Tout ça. Bon, pour le rhume et la grippe, c'est une contre-indication, donc il sera déféré. Le don de sang sera retardé de quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce que la personne se rétablisse. Mais pour les maladies chroniques, malheureusement, les malades chroniques ne peuvent pas donner leur sang. D'accord. C'est par rapport aux médicaments qu'ils prennent, c'est ça? Exactement, même par rapport à leur état de santé. Donc le don de sang, le but, c'est d'aider, mais ne pas vous mettre en danger vous-même. D'accord. Ça fragilise peut-être leur état de santé? Ils sont déjà fragiles donc, par rapport à leur maladie chronique, même aussi par rapport aux médicaments qu'ils prennent. Voilà, c'est ça. Parfois, ils sont polymédicamentés, donc ça peut... D'accord. Très bien. Et également, donc, la sélection se fait par un médecin qui va faire en sorte que le donneur soit en sécurité et le sang par la suite sera analysé et il y a des tests précis pour éviter toute transmission de maladies via le sang. D'accord. Et aussi, bien évidemment, il y a les différents résus sanguins, c'est ça? Oui. Des sangs plus rares que d'autres. Exactement. Comment vous faites justement pour gérer tout ça? Vous qui êtes médecin très impliqué aussi dans le don du sang. Donc, à la Fédération algérienne des donneurs de sang, nous on fait de la promotion du don de sang. Également, on organise des collectes de sang, mais le sang en lui-même n'est pas collecté par nous, mais par des CTS. Donc, c'est les centres de transfusion sanguine. C'est ça. Donc, qui vont collecter le sang, qui vont l'analyser et le stocker dans leur banque de sang pour être distribué ensuite aux malades qui nécessitent cela. Donc pour les groupes sanguins, donc ça fait partie des tests. Même si la personne connaît son groupage, la poche sera systématiquement testée pour le groupe. En Algérie, donc le groupe les plus répandus, c'est le O positif et le B positif. D'accord. Mais certains groupes sont plus rares. Il y a même des sous-groupes parfois pour des malades qui nécessitent plusieurs transfusions. On va aller jusqu'à d'autres sous-groupes, jusqu'à 3 autres sous-groupes. Donc parfois c'est très difficile de trouver une poche compatible pour un patient.
C'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde donne leur sang le plus régulièrement possible. C'est ça. Et justement, Dr Hicham Touahria, vous travaillez beaucoup avec les jeunes, c'est-à-dire que vous essayez de sensibiliser cette frange de la société, n'est-ce pas? Exactement. Nous, le but, c'est justement d'instaurer cette culture-là dans une nouvelle génération de donneurs. On veut créer une nouvelle génération de donneurs réguliers, que ça devienne chez eux quelque chose de systématique. En même temps, ça va leur permettre de garder une bonne santé, une bonne activité physique. Et en même temps, ça va les aider d'avoir ce côté altruiste, donner leur sang. Et on est parti du principe où un jeune qui veut faire du bénévolat le fait déjà. Oui. Il y a plein d'associations, de clubs estudiantins qui font déjà cela. Ils n'ont pas attendu qu'on crée le comité de jeunes à la Fédération algérienne pour le faire. Ils se sentent concernés par cette cause. Exactement. Donc ce qu'on a voulu faire au comité national des jeunes, c'est de les motiver à intégrer le don de sang dans leur activité. Même si c'est un club qui parle d'architecture ou de littérature, ils peuvent faire des collectes de sang et on va les encourager à ça. On va les aider, on va les encadrer, on va leur expliquer le processus, on va faire de la sensibilisation avec eux pour qu'ils puissent eux-mêmes nous aider à faire de la sensibilisation plus tard dans leur milieu. Exact. Donc c'est grâce à ça qu'on a créé l'an dernier une initiative, on a appelé ça l'Hémoglobine Cup. Oui. Donc c'est une compétition entre clubs estudiantins. Oui. Et le but, c'est ça, c'est les encourager à organiser des collectes de sang. Nous, on leur fournit un soutien par rapport logistique, même pour les autorisations, pour avoir des équipes médicales pour faire les collectes et tout. Et en même temps, on leur fait on compte des points par rapport au nombre de poches récoltées, etc. Et c'est une compétition pour les motiver, pour qu'il y ait un but un peu concret derrière tout ça. Exact. On gagne quoi? Très belle Une distinction. Une distinction. Voilà, plus de poches de sang, bien évidemment, plus de donneurs, puisqu'on va aller sensibiliser un plus grand nombre de jeunes. Bien évidemment, on ne s'arrête pas au milieu médical, à ceux qui font médecine. Voilà, on élargit évidemment le champ. Et c'est une très belle idée, en tout cas. Bravo, c'est tout à votre honneur, bien évidemment. On va continuer. On parle de dons de sang, on va également parler d'oncologie, puisque justement, la journée internationale du cancer. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, malheureusement, plus de 500 000 nouveaux cas de cancer sont recensés chaque année. J'imagine que vous êtes dans le domaine et que vous constatez ça, docteur. Eh bien, l'Algérie vient d'installer 22 sous-commissions chargées d'élaborer une stratégie nationale de prise en charge, de lutte et de prévention contre le cancer. Et justement, nous allons avoir plus de détails à travers ce reportage réalisé par notre collègue Majda Dahmoun. Le cancer, une maladie redoutable qui touche toutes les tranches d'âge et qui représente un défi majeur pour le système de santé. Dans le cadre des efforts visant à améliorer la prise en charge des patients, 22 sous-commissions thématiques spécialisées ont été installées au sein de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Elles sont chargées de préparer les assises nationales prévues en mai prochain. Il y a un effort colossal par l'État pour la prise en charge des cancéreux, mais il y a des choses, il y a des points forts et des points négatifs. Parmi les points négatifs, c'est la prévention. Pour ça, on doit axer sur la prévention, notamment pour la lutte contre le tabac et contre la sédentarité, l'obésité et en même temps pour l'activité physique. Lors de cet événement, plusieurs spécialistes ont pris la parole pour aborder les différents aspects de la lutte contre le cancer. Le diagnostic précoce, l'accès au traitement et les stratégies de prévention ont été au cœur des discussions, soulignant la nécessité d'une prise en charge renforcée. Les cancers les plus fréquents en Algérie, qui est le cancer du sein de la femme. Et on a vu une mutation du profil épidémiologique des femmes concernant les cancers gynécologiques. Elles sont de plus en plus jeunes, les cancers sont de plus en plus agressifs. Donc il est clair qu'il faut s'organiser pour une stratégie de dépistage, de sensibilisation, mais aussi de diagnostic et de diagnostic précoce. Le cancer du cerveau occupe la 6e place en matière de mortalité en Algérie, alors qu'il occupe la 12e place d'après l'OMS dans le monde. Le cancer du cerveau en Algérie, il touche une population jeune,
quand je dis jeunes, déjà des adultes jeunes avec une moyenne d'âge de 40 ans. L'enfant atteint de cancer, ce n'est pas un petit adulte, puisque les pathologies cancéreuses sont tout à fait différentes. Ce sont essentiellement donc, les hémopathies malignes, les tumeurs cérébrales et les tumeurs embryonnaires. Donc nous avons insisté sur les points sur lesquels il faudrait travailler avec cette commission pour faire avancer les choses. La lutte contre le cancer repose sur une mobilisation continue de tous les acteurs du secteur de la santé. Les assises nationales ont un objectif majeur qui consiste en l'élaboration d'une stratégie nationale pour la période 2025-2035 axée sur la prévention, le dépistage précoce, l'amélioration du parcours des patients, le développement de la recherche scientifique et la réintégration sociale des patients guéris. Voilà, donc un reportage réalisé par Majda Dahmoun et justement, on dit que tout le monde est concerné, n'est-ce pas? Ben oui, ça nous permet de rebondir par rapport aux personnes qui ont besoin du don de sang. C'est ça. Donc, les pathologies qui nécessitent le plus de sang, donc en plus de tout ce qui est accident, donc traumatisme, voilà, etc., ben, les cancéreux ont besoin d'énormément de sang. Et les chiffres sont en augmentation continue. Et ça concerne tout le monde, les enfants, les jeunes, les adultes, les moins jeunes, voilà, ça concerne aujourd'hui toutes les franges de la société. La demande en sang est constante et elle augmente. Elle augmente à cause de l'augmentation des accidents, à cause de l'augmentation du nombre de cancers, même d'autres pathologies. Dans ma pratique courante de tous les jours en chirurgie vasculaire, on voit de plus en plus d'anévrisme. D'anévrisme rompu qui vient de partout dans le pays, on draine plein de wilayas. Donc, on voit une augmentation donc, par rapport à la demande chirurgicale, tout ce qui est hémopathie, donc les maladies du sang, que ce soit la thalassémie, la drépanocytose, qui nécessitent des transfusions régulières. Donc tout ça fait que la demande augmente et elle est constante. Voilà. Très bien. En tout cas, et justement, il y a eu ces assises pour exposer et mettre en avant, bien évidemment, l'état des lieux, n'est-ce pas? Oui, bon, le cancer, c'est, on remarque une augmentation des chiffres tous les jours à l'hôpital, on voit ça. Et il y a une nécessité de prise en charge des patients, une meilleure prise en charge. Voilà, c'est ça. Qui est une prise en charge multidisciplinaire. Comme on a vu, il y avait plein de spécialités dans le reportage. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Exact. En tout cas, tout est fait, bien évidemment, pour le bien-être du malade. Tout le monde fait de son mieux, bien évidemment, pour une bonne prise en charge. Et on encourage la prévention et on sensibilise, bien évidemment, les personnes à aller, justement, faire des dépistages. Pour, bien évidemment, parce que plus tôt on le sait, mieux bien sûr, c'est. Exactement, que ce soit pour le cancer, que pour toute autre pathologie, voilà, à partir d'un certain âge, c'est bien de faire un bilan régulier, de voir son médecin de famille pour faire un petit bilan, une petite visite médicale pour faire du dépistage exactement. Donc de préférence découvrir ça à un stade précoce qu'à un stade tardif quand la maladie se déclare. Ça peut faire toute la différence en tout cas et bien évidemment une pensée à tous les malades, à toutes les personnes qui sont malades. En tout cas on va continuer l'émission et Nadia, on va vous aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle rubrique. Vous allez découvrir avec nous une nouvelle rubrique, Inspiration Habitat. Je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. Elle est signée Yasmine Assari. Elle est juste après le jingle. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler du hall d'entrée. D'accord. Voilà. Très bien. C'est un espace très important dans la maison parce que c'est celui qui donne la première impression. C'est ça, c'est celui qu'on découvre en premier. On a une idée. Exactement. Et puis, plus il est chaleureux, accueillant et fonctionnel, mieux on se sent quand on rentre chez nous. C'est vrai. Et puis, on a cette envie de rentrer aussi. Exact. Donc, on va avoir quelques astuces et conseils pour bien aménager son hall d'entrée. Et sans exploser pour autant son budget. Oui, toujours. C'est le premier point. Voilà, c'est le but de la rubrique. Voilà, donc en premier lieu, on va penser à structurer l'espace. Donc si votre entrée donne directement sur le salon, il faut penser, il est essentiel de penser à créer un espace tampon pour justement couper cette perspective directement sur le séjour. Cela crée une intimité.
Et en même temps, ça permet de mettre des rangements. Donc, on peut utiliser une cloison, qu'elle soit on peut utiliser un paravent carrément sur roulette, ou on peut utiliser carrément une cloison fixée. Et pourquoi pas avec un effet moucharabier pour rappeler un peu notre culture locale. Et puis, ça donnera en fait une petite entrée en chicane. Donc, vraiment, ça créera de l'intimité dans notre espace. Et cela va tout structurer et créer un zoning. Voilà. C'est ça, délimiter un petit peu les espaces. Voilà ce qu'on est en train de voir. Oui, voilà. S'il n'y avait pas la petite séparation, ça aurait été un seul espace. C'est ça. La porte d'entrée va donner directement sur le salon, et à ce moment-là, s'il y a un invité qui vient, il n'a pas le temps déjà de ranger avec nous. C'est exactement ça. Et puis, donc, on peut aussi utiliser, par exemple, des meubles de séparation. Ça peut être à demi-niveau ou carrément jusqu'en haut. On peut avoir aussi une bibliothèque double face. Ça permet déjà d'utiliser des rangements pour mettre ses papiers, ses clés, et pourquoi pas donc ses chaussures ou les porte-manteaux. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Deuxièmement, donc, on va penser à délimiter avec la couleur. La couleur. Si on n'a pas envie, les peintures. Si on n'a pas envie d'utiliser donc une cloison physique, on peut délimiter par la couleur. La couleur. Alors, on peut aller sur on peut peindre donc les murs latéraux et le plafond justement pour vraiment avoir un effet enveloppant et délimiter cet espace-là, le marquer. Comme on peut, si on a un long couloir, parce que souvent dans nos habitats, pour ceux qui ont la chance d'avoir un hall, c'est très bien, mais sinon il y a des appartements, il y a un couloir directement. Donc pour casser en fait cette longueur, on peut justement peindre une partie du couloir dans une couleur qui vous plaît. Donc ça peut être du jaune, du bleu, du vert, ce que vous aimez comme couleur. Donc ça va créer deux volumes et ça va casser en fait cette longueur. Comme on peut aussi peindre le mur du fond d'une couleur foncée, et cela va nous donner l'impression d'être un peu plus près de nous. Donc ça va aussi casser cette longueur. Ou peindre les soubassements aussi. D'accord. Donc ce sont des solutions pour justement casser ce couloir monotone et long. Et ça va apporter aussi de la couleur et du dynamisme. Il faut qu'il y ait justement un contraste entre les deux couleurs pour faire la différence. Voilà, pour casser le volume. C'est ça, pour atteindre l'objectif. Pour casser le volume. Mais on peut le faire, on peut mettre une seule couleur, mais idéalement c'est mieux de casser. Il y a un contraste créer pour créer deux volumes, pour le casser justement. Et les couleurs, bien évidemment, c'est au goût des gens, des personnes, des habitants, je dirais, parce qu'il faut que la couleur en fait vous ressemble. C'est ça. Que ça soit une qu'on couleur. s'y sente bien. C'est ça, parce que si par exemple vous n'aimez pas le rouge et que vous allez mettre du rouge, franchement, je crois que vous n'aurez pas très envie de rentrer chez vous. C'est ça. Nadia, vous aimez les couleurs dans la décoration intérieure? Complètement. Le jaune, j'ai vu le fond de. Ah oui, ça donne bien le jaune, toujours. Le couloir jaune, mais c'est très très beau. Oui, c'est chaleureux. L'énergie, absolument. Le jaune a un effet sur notre humeur aussi. Enfin, toutes les couleurs ont un effet sur notre humeur, mais le jaune, c'est le soleil, donc c'est la vie. Exactement. C'est lumineux aussi. C'est lumineux. Bien sûr. Donc si on a un couloir très étroit et pas assez lumineux, on va choisir quand même des couleurs un peu plus claires, idéalement. Et puis voilà. Donc ça c'est pour délimiter visuellement. Avec les couleurs. Et troisièmement, donc, le mobilier fonctionnel. Parce qu'une entrée, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Et plus elle est petite, plus il faut qu'elle soit rangée. On arrive déjà à poser tout ce qu'on a entre les mains, les clés, les clés de voiture. Des fois, les bijoux. Voilà, exactement, les bijoux aussi, les bagues. Oui, c'est vrai. C'est le premier réflexe, en fait, quand on rentre. On enlève, donc on accroche notre manteau, on enlève nos chaussures, on se débarrasse de ce qu'on a dans les mains. Donc, idéalement, on peut avoir une console ou avec des tiroirs, même si on a un couloir très étroit, il y a des consoles qui sont toutes étroites, ou carrément en fait utiliser la console, c'est-à-dire en porte-à-faux, juste pour poser un vide-poche, pour pouvoir ranger ses clés et tout, pour ne pas les laisser un peu partout éparpillées. Et avoir une petite banquette avec idéalement un rangement en dessous pour cacher les chaussures. Et idéalement aussi cacher les manteaux aussi. Si c'est apparent, c'est pas grave, mais mieux, tout cacher, c'est mieux. On a un effet épuré, rangé, voilà. Et puis,
parfois, on n'a pas forcément le budget, donc on peut recycler ou penser à des solutions alternatives, comme par exemple une caisse en bois qu'on peut customiser, donc peindre. Moi, personnellement, j'adore les couleurs, donc je peignerai cette caisse dans une couleur très vive, ça fera objet de décoration. Et en même temps, donc, y poser des petites, des bras, on peut des mettre lanières, des lanières en cuir. Là, on voit une autre photo. Bon, là, il n'y a pas de boîte, mais... Donc, ça, c'est pour... Je vais revenir sur cette photo. C'est pour la petite caisse. Et ça peut donc faire l'objet de rangement. Donc, on peut mettre les chaussures. On peut mettre des chaussures, des chaussons. Les chaussons. Voilà. Et dessus, on peut mettre une assise, donc un coussin. Et ça fait aussi donc la banquette et le elle aura deux fonctionnalités, on va dire. Exact. Et pour la console aussi, on peut prendre juste une planche en bois qu'on peut repeindre ou tapisser avec 2 équerres qu'on colle, qu'on place au mur. C'est ça. Là, je pense qu'il y a l'assise. Non, ici c'est une en bas photo dont je voulais parler, mais je vais en parler tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Donc sur cette photo, je vais d'abord parler du 4e. Oui, allez. Et le 4e point, donc, c'est jouer avec les lumières. D'accord. Les lumières, parce que le hall est un espace comme tous les autres où la lumière est importante. Donc, n'hésitez pas à utiliser des suspensions. C'est ça. Et vraiment... Dire avoir les lumières principales. Oui, l'éclairage principal et d'ambiance. Mais vraiment utiliser une jolie suspension, pourquoi pas artisanale, vraiment quelque chose de très chaleureux. Ou pour ceux qui aiment donc les lampes ajourées qui vont donner en fait des motifs au sol quand vous allez allumer. Ça rappelle aussi donc nos traditions donc avec tous ces motifs géométriques. Et on peut mettre aussi des LED sous les étagères et tout pour mieux éclairer. Et maintenant, il y a même des lampes qui détectent le mouvement. C'est-à-dire qu'elles sont éteintes et dès qu'on passe, elles se mettent à s'allumer. Oui, c'est bien, c'est pratique. C'est très pratique. Et c'est encore plus pratique pour les personnes âgées quand elles se lèvent, par exemple, la nuit. Donc, c'est très important pour elles de pouvoir circuler en toute sécurité. Exact. Donc, ça, c'est pour l'éclairage. Et le 5e point, donc, n'hésitez pas à personnaliser. La 5e photo, c'était justement... chacun, parce que souvent en décoration, peut se permettre, on a un petit peu peur, on se dit oui, je sais pas, j'ose pas et tout. Non, en fait, il faut que notre intérieur nous ressemble, donc il ne faut pas hésiter à personnaliser, donc aller vers l'artisanat ou vers le do-it-yourself. Donc vous créez vous-même en fait pas votre hésiter à le faire. Vos tableaux, customiser vos étagères, mais vraiment n'hésitez pas. Il faut que ça soit quelque chose qui vous ressemble, que vous aimez et qui vous fasse plaisir, parce que se sentir bien chez soi, c'est très important. Très important. Oui, c'est voilà, c'est la quête du bien-être. Voilà. Exactement. Très bien. Donc, c'était les 4 points qu'on devait aborder cet après-midi. Exactement. Nadia, moi, votre avis? J'ai aimé quand elle a dit il faut oser et créer et puis partir de l'avant pour le bien-être. Le bien-être, en fait, on va privilégier, bien évidemment. En littérature, c'est chercher un bien-être. Je pense que nous écrivons parce que nous cherchons quelque chose. Là, je crois que je ne sais pas si je fais la transition. Oui. Parce que moi, j'adore l'écriture et les livres. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire que oser. Oser. Voilà, il faut oser, personnaliser. La vie de l'autre ou les a priori des autres sont peu importants, se sentir comme une plante là au milieu, des vides-poches, un petit faut pas étagère, c'est ça. à se lancer. Moi j'adore la liberté de la décoration, être libre. Comme ça quand vous rentrez, waouh, la détente quoi. C'est vrai, c'est ce que Yasmine justement conseille chaque mardi et mercredi après-midi des téléspectateurs. Merci à vous. Très bien. Merci Yasmine en tout cas pour tous ces conseils. On se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir. Tu vas rater la rubrique littéraire. Oui, je vais la regarder. Voilà, allez, si tu as le temps, n'hésite pas, il faut le faire. On va continuer, bien évidemment, l'émission. On va recevoir Wahida et puis Faisal va s'y mettre pour, bien sûr, la rubrique littéraire avec Nadia Sebki. Mais juste avant, justement, nous allons vous proposer un reportage concernant la littérature, les bouquinistes du côté de la capitale et on revient juste après. Merzaq, ancien journaliste, a passé des années à couvrir l'actualité. Aujourd'hui, à la retraite, il transmet sa passion pour les livres en offrant une seconde vie aux anciens ouvrages. Son étal ne paye pas de mine, mais il regorge de trésors, romans classiques, biographies, livres d'histoire et même des ouvrages scientifiques.
Une fois que j'avais pris ma retraite, qu'est-ce que je reste faire à la maison? Alors, j'ai trouvé, comme je suis un grand lecteur, j'ai dit tiens, je vais acheter, je vends des livres. Et je fais ça surtout par passion, non par esprit lucratif. Je suis tombé sur quelques pièces rares, je ne sais pas, il y a des livres qu'on ne trouve pas, qui datent de 1700. C'est l'ancien français, on l'appelle le François, de 1700 et quelques. Oui, les livres, on les achète chez des particuliers. Hein. Mais Mölzer n'est pas seul à partager sa passion pour les livres d'occasion. À quelques pas de là, Samir, avec ses années d'expérience, met en avant chaque jour des livres de qualité à des prix abordables, rendant la lecture accessible à tous. J'ai une expérience de 25 ans, comme une vingtaine d'années. C'est des sommes qui économiques où il y trouve de tout. Il y en a entre 100 dinars jusqu'à 10 000, c'est occasionnel. Qu'ils soient des habitués ou de simples passants attirés par un titre, ils partagent tous un point commun, l'amour des livres. Moi j'achète, ils sont bien, j'achète parce que c'est des livres qui ne se trouvent pas actuellement. Parce que les écrivains ont cessé d'écrire. Parce que ces écrivains, on ne les trouve pas. Ils sont morts, ils sont partis. C'est de l'ancien. Les livres d'occasion sont, selon moi, porteurs de messages sur lesquels le lecteur construit et renouvelle ses connaissances. Le livre ancien tient une place particulière dans le cœur des bibliophiles, poursuivant son chemin des étals de bouquinistes aux mains des férus de lecture. Voilà donc un beau reportage réalisé par Myriam Damis. Et à chaque fois qu'on passe, on s'arrête et on trouve toujours un livre qui nous intéresse. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. À chaque fois que je descends à Alger Centre, je dois toujours passer. Et on hésite même lequel prendre. C'est vrai que c'est de très bons prix, c'est des livres qui ne coûtent pas cher. Et puis on peut trouver des pépites aussi. Hein. Oui, exactement. Aussi. Des éditions limitées qu'on ne retrouve plus en vente. Et puis. Moi, je suis contente. Je me dis, c'est pour la personne qui est en train de les revendre, elle ne connaît pas la valeur. Et puis moi, je suis là, je viens et je prends un petit prix. Oui, bon, comme d'habitude, tu ne m'as même pas laissé le temps de te dire bonjour. Ça va? Ah bah oui, c'est ça, justement. Quand c'est un thème qui t'intéresse, franchement, tu oublies tout. Hein. Ça va? Non, je rigole. Et toi, tu vas bien? Oui, depuis hier? Bah écoute, super. Ouais, bah, super. Oui, je sais que les livres, ça t'intéresse et c'est pour ça que j'ai viré Yasmine. Allez, j'espère qu'elle ne va pas se fâcher. Et on n'a que 4 assises. Si on en avait plus, je vous aurais tous gardé, bien évidemment, avec grand plaisir. En tout cas, c'est pour ça que je voulais te faire profiter de la rubrique littéraire qui, justement, est signée Faisal Bayoud avec un jingle du côté de la... Alors, Faisal. Alors aujourd'hui, pour rester un petit peu dans le domaine médical, on va faire l'autopsie de la littérature algérienne, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Pas mal. Voilà, parce que je le vois venir un peu. Voilà, c'est votre livre qui m'a inspiré aussi. Absolument. Voilà. Donc aujourd'hui, donc avec Nadia Sefri, on va parler un petit peu de la littérature algérienne de façon générale, puisque c'est la fondatrice donc de Livresque. Exact. Elle a travaillé énormément sur l'histoire de la littérature, n'est-ce pas, sur les écrivains algériens. Et donc vous mettez justement en avant ces écrivains-là, cette littérature-là. Donc on va commencer par ce volet-là. Donc parlez-nous un petit peu de votre travail par rapport à Livresque, par rapport à l'histoire de la littérature algérienne. En fait, Livresque, ça a été une très très belle aventure. Hein. Ça remonte à 2008. Donc la littérature. Et puis, je veux juste ouvrir une parenthèse par rapport au reportage que vous venez de passer. Et ce reportage, il y a un passant qui dit « les écrivains n'écrivent plus ». Et ça a attiré, ça a fait tilt un peu dans ma tête, parce que, en fait, par rapport à cette phrase, à cette parenthèse, j'ai envie de répondre à ce monsieur, c'est pas que les écrivains ont cessé d'écrire, mais la promotion de la littérature n'est pas comme autrefois. Exactement. En fait, nous manquons de autrefois, nous discutions autour des livres, autour des titres, autour de l'actualité d'un livre qui est à la une, etc. Et puis, ce livre ouvre des thématiques de la vie. Ça peut être médecine, architecture, puisque nous avons des invités qui parlent de médecine et parlent d'architecture et peut-être le patrimoine, etc. Exactement. Donc, un livre, en fait, c'est une ouverture de débat sur le monde. Tout à fait. Le livre, et le monsieur qui vient de dire les écrivains ont cessé d'écrire, non. En fait, moi, par mon travail de livresque, j'avais envie de faire la promotion des contemporains et
travailler aussi dans la continuité des classiques. Exactement. Nous avions des classiques comme Mamri l'a écrit en 52, La colline oubliée, nous avons eu Feraoun, Dib, Assia Djebar, Les âmes rouges, etc. Et puis France Fanon et toutes ces personnes qui ont installé la littérature algérienne. Et la littérature algérienne ne s'est pas arrêtée là. Exactement. Elle a été dans la continuité. Elle a été dans les années 2000, dans les années 2002, 2010, 2020, 2024, 2025. En fait, les écrivains n'ont jamais cessé d'écrire. Maintenant, est-ce que la promotion, elle est suffisante pour que le livre, comme notre docteur tout à l'heure qui disait, je l'ai interpellé en lui disant, on a beau faire dans cette campagne de dents de sang, moi j'ai pas l'information, voilà, parfois elle m'arrive pas. Et le citoyen lambda, absolument Lilia. Donc, et le citoyen lambda, le livre ne lui arrive pas. Exactement. Est-ce qu'on a peu de rubriques littéraires, on a peu de magazines, on a peu d'émissions? Je dirais oui, parce que Livresque était non seulement faisait la promotion, en fait mettait en vedette des écrivains. Donc quand nous avons un primo-auteur à la une de Livresque, ça rehausse un peu sa plume, ça rehausse un peu. Et puis c'était un magazine qui traversait les continents, donc c'était un petit peu une très très belle promotion concernant Livresque. Il faudrait aussi peut-être parler des prix. Qu'on n'a pas en Algérie, ou qu'on a très peu. Absolument, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a le Grand Prix Assia Djebar qui a boosté des noms. Et aujourd'hui, les personnes, en fait, les écrivains, les jeunes écrivains pas connus dans la grande société algérienne, qui ont eu le prix Assia Djebar, aujourd'hui, on voit que parfois leurs livres sont traduits en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en chinois, en toutes ces langues-là. Et moi, j'ai toujours considéré que traduire un livre, c'est faire voyager la voix de l'Algérie vers quelque part. En fait, c'est une fenêtre de chez nous qu'on ouvre dans le monde. Parce que, moi, je me souviens, il y avait une Italienne qui devait avoir son poste en Algérie ici, dans le centre culturel italien, et elle me disait, avant d'arriver en Algérie, l'Algérie que je ne connais pas, j'avais envie de découvrir des écrivains contemporains, et je n'ai pas trouvé grand monde. En fait, parce que nous travaillons avec toutes ces institutions pour promouvoir la littérature algérienne, mais aussi donner un regard sur la littérature mondiale. Et elle me disait, moi, hormis les classiques, j'avais envie de tomber sur des auteurs contemporains de l'Algérie, et je n'ai pas trouvé grand monde. Et aujourd'hui, je suis en Algérie et je vois qu'il y a des voix, des plumes magnifiques. On en est où? Donc voilà, c'est à partir de là que moi j'ai travaillé dans une revue littéraire qui a donné sa voix à l'international. Vraiment, elle a boosté. Nous avons eu pas mal de projets dans les rencontres internationales, dans des échanges aussi. Des échanges dans la traduction, dans les résidences d'écriture, dans des thèses aussi. Livresque a aidé certains à faire des thèses sur des auteurs pas connus. Parce qu'à l'époque, nous avons des thèses sur Assia Djebar, sur Mamri, sur Feraoun, sur Dedine. Et puis les étudiants et tous ces chercheurs de la littérature disaient, ma foi, on a abordé tous les axes de ces auteurs. On a envie de revenir sur les jeunes. Bien sûr. Et ils sont nombreux, bien évidemment. Ils sont nombreux à s'intéresser, à écrire, à raconter de belles histoires. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons de magnifiques plumes. C'est ça un petit peu. Elles sont belles, ces plumes. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il me dit, vous pensez qu'on va avoir des Assia Djebar? J'ai dit, mais vous avez des Assia Djebar actuellement qui n'ont pas la notoriété seulement de Assia Djebar. Vous avez des Mamri, mais qui n'ont pas la notoriété, la promotion qu'ont eu ces Mamri, etc., etc. N'oublions pas que ces classiques ont fait aussi leur promotion et leur si vous voulez, leur promotion, parce que nous étions colonisés, indépendants, et puis à partir des deux pôles, de la colonisation et de l'indépendance, ont émergé aussi. Ils ont émergé par rapport à ça. Maintenant, qu'en est-il des contemporains? Les contemporains, hélas, manquent un peu de promotion. Je remercie cette émission de À la bonne heure qui donne un peu la voix des auteurs. Nous avons aussi une émission consacrée à la littérature. Absolument, avec Jawdat Rostom aussi, qui est pas mal. Nous avons aussi à la chaîne 3, un peu partout dans les radios algériennes, radio internationales aussi, nous avons... Mais ça reste insuffisant. Voilà. Ça reste insuffisant.
le texte aujourd'hui, moi j'avais organisé une rencontre entre les journalistes littéraires, comme mon cas, et les universitaires qui traitent la spécificité du texte littéraire chez les auteurs. Nous avons fait une rencontre, ça remonte à très loin, avec des intervenants de l'international et l'Algérie, organisée donc par le magazine Livresque. Puis nous avons considéré que on n'est pas à la rencontre du texte. Peut-être aujourd'hui vous connaissez Nadia Sepri, mais vous ne connaissez pas mes textes. Vous connaissez Jawdet Rostom parce qu'il est auteur, parce qu'il est animateur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment pioché dans ces textes? Je crois que non. Et je peux donner moult exemples sur ces auteurs-là. C'est-à-dire, moi mon travail, ça a été de creuser et de balancer ça à la figure de l'Algérien lambda et de dire, mon Dieu, nous avons une belle littérature algérienne dans les 3 langues. En langue écrite, française, justement, écrite dans les différentes langues, l'arabe, absolument, voilà. absolument, et traduite dans les différentes langues, parce que le monde s'intéresse à ce que nous écrivons. Et puis, comme par exemple mon livre La danse du jasmin, ça a été traduit en allemand. Alors mon livre a eu plus d'écho en Allemagne qu'en Algérie, me disait mon éditrice. Donc autant en Allemagne, j'ai donné des conférences, j'ai parlé de mon livre. Lequel est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Non, il est sorti chez le Kalima, donc il n'est pas là. Il est paru en 2015, mais vous pouvez le trouver en librairie. Donc ils ont fait beaucoup de bruit à l'international, notamment en Allemagne. Mais en Algérie, qu'en est-il? Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, elle m'en veut, mon éditrice, El Kalima, que je salue, j'espère qu'elle regarde. Elle me dit, même les auteurs ne sont pas capables de faire leur propre promotion. Justement, c'est peut-être ce problème-là, parce que vous, justement, en tant qu'écrivain, vous, quand vous partez en dehors de l'Algérie, vous rencontrez justement un certain succès que peut-être vous ne rencontrez pas ici. Est-ce que justement c'est par rapport aux lecteurs justement qui sont mal informés, ou justement par rapport aux écrivains qui sont mal peut-être... Non, vous savez, c'est pas un succès. Moi, le mot succès, succès un peu... j'accepte volontiers ce que vous dites, mais le mot succès, il me dérange en littérature, parce qu'il y a aujourd'hui des écrivains qui pensent qu'ils sont dans le succès et la starmania, etc. Il n'est pas important le succès, parce que parfois il suffit qu'un livre provoque et on est dans le succès magistral et on pense que c'est la belle écriture. Or, quand on pioche, et on a vu des prix primés, des livres primés, on a lu, puis on a été vraiment déçus, on se demande pourquoi ils ont été primés. Bon, il y a d'autres considérations, moi je ne vais pas m'y attarder dans cela, mais on peut aborder une grande émission autour de ce problème, justement, un livre qui est dans la provocation et puis il fait un tollé. Mais il ne vaut pas grand-chose. Exactement. Mais la frustration des auteurs algériens, c'est que nous manquons malheureusement de librairies. Donc je suis contente de voir quand même des bouquinistes qui collectionnent des livres et qui vendent, et puis le passant il s'arrête. Ils ont toujours été là. Ça c'est merveilleux, Lydia. Ils ont toujours été là. Merveilleux. C'est un baume au cœur pour l'auteur quand il voit cela. Moi en tant qu'auteur, en tant qu'aussi journaliste littéraire, moi c'est un baume au cœur quand je vois cela. Vraiment c'est du pain béni pour moi. C'est vraiment quelque chose de... Parce que c'est à partir du livre que nous existons. Mais le livre, est-ce qu'il circule? Nous manquons, nous les auteurs, nous sommes gauches, nous ne savons pas faire. Peut-être nous sommes une société aussi timorée, timide, pudique, on ne va pas dans, voilà, j'ai écrit un livre, regardez-moi, etc. Moi, par exemple, j'ai plusieurs casquettes, on parle de moi en tant qu'organisatrice des événements littéraires, en tant que livresque, plus que mes livres. Alors que j'ai écrit 7 livres, j'ai coécrit 3 livres, et j'ai coécrit 3 livres qui sont à l'étranger en plus. Et mes livres ont été traduits, etc. Mais je n'ai pas tendance à parler de mes ouvrages. Si un auteur m'appelle et me dit voilà, j'ai aimé cette thématique, ce personnage, et je suis déçue par rapport à cela, c'est un baume au cœur. Mais après moi, je n'irai pas dire aux gens est-ce que vous m'avez lu, vous ne m'avez pas lu. Ça, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme moi. Oui, justement, Nadia, vous êtes aussi très active et aujourd'hui, vous venez annoncer un bel événement, n'est-ce pas? On va parler d'un bel événement que vous avez organisé.
Voilà, exactement. Mais avant tout, justement, puisque vous parliez de vos livres, on va un petit peu s'attarder sur vos livres, n'est-ce pas? Avec plaisir. Donc, voilà. Ah, j'adore ça. Alors, voilà, vous avez apporté 3 cet après-midi. Voilà, elle nous a apporté trois de ses livres. Donc, vous êtes un petit peu dans... Il y en a 7. Hein. J'ai écrit 7 livres. Exactement. Depuis les années 90 à ce jour, j'ai écrit 7 livres. J'ai pas eu beaucoup le temps. L'écriture ou la sublimation des souffrances humaines. Alors ça, c'était une rencontre. Ah, j'adore cette thématique. Voilà, c'était une rencontre. Pourquoi j'adore cette thématique? Parce que à partir de la souffrance humaine, nous écrivons, mais nous transcendons l'écriture dans la souffrance humaine. Donc, on est aussi des toubibs, hein, en fait. On est des toubibs de l'âme. La poésie, c'est une thérapie de l'âme. Et je l'ai toujours dit lors des événements, la thérapie de l'âme, c'est la poésie. Quand vous avez un texte chantant, dansant, libre, qui vous libère, là vous avez un baume au cœur et c'est une liberté. Donc la sublimation de la souffrance, je disais dans la rencontre avec le public sur ce thème, je disais que le pas beau, j'allais dire le laid, mais le pas beau, le hideux, le grotesque, le souffrant, si vous voulez, ou la souffrance elle-même, elle peut être sublimée par l'écriture. Parce que quand vous écrivez, vous savez, vous n'êtes pas dans le premier texte, vous n'acceptez pas le premier texte. Sinon, vous êtes un journaliste, vous rapportez des faits, et puis la littérature, c'est un moyen d'aiguiser sa plume. Et puis on fait vivre aussi le lecteur. Et surtout, avant d'arriver au lecteur, parce que vous savez, Faisal, avant d'arriver au lecteur, nous sommes avec soi. Exactement. Soi rencontre soi, soi parle à soi. Et dans des moments de douleur, dans des moments de souffrance, on peut raconter la mort d'une mère, on peut raconter la maladie, on peut raconter... Mais la littérature, elle nous permet de sublimer. Comme l'artiste peintre. Vous pouvez trouver un artiste peintre qui raconte une douleur la plus atroce, mais la peinture lui a permis de transcender, de sublimer par la peinture, par l'acte de peindre et par l'art tout simplement d'exister. Et Dieu merci, nous les écrivains, les artistes, les musiciens, les cinéastes, enfin tout ce monde-là de la culture, c'est merveilleux parce que nous sommes au cœur de la vie. Nous sommes interpellés par la vie. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les dents de sang et les maladies et les cancers, etc. Mais nous sommes dans le cancer de l'âme. Nous sommes dans la souffrance humaine et nous transcendons cela. L'acte d'écrire sublime cela. On va continuer d'en parler, Nadia. Je n'arrête pas, mais juste avant, il est temps pour nous de diffuser et d'écouter Aden Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Et puis nous sommes toujours avec nos invités, Wahida, le docteur Touahria, Nadia également et Faisal. Et justement, on est arrivé au livre, de Nadia que vous avez apporté cet après-midi. Voilà, donc vous écrivez justement, alors avec différents styles, différents genres. On a par exemple Autopsie d'un temps qui est donc ce sont c'est de la poésie, n'est-ce pas? Oui. Avec donc accompagné d'illustrations et d'autres livres qui sont donc des romans, des récits, etc. Donc comment justement jongler entre ces différents registres, parce que j'imagine que chaque genre vous donne à justifier quelque chose. Absolument. Voilà. Absolument. En fait, l'écriture, vous êtes dans un moment comme ça, et puis l'écriture arrive sans rendez-vous. Vous pouvez être dans votre voiture, à la cuisine, à faire votre soupe, ou en écoutant une chanson, souvent, en écoutant une conférence, en écoutant quelqu'un parler, et tout de suite, il y a un premier jet de l'écriture. Et ça peut être souvent poétique, parce que je vous ai dit, écrire surtout les romans, c'est être exigeant avec soi-même. On ne peut pas raconter comme ça avec un style vide d'esthétique, parce que l'esthétique, elle est très importante en littérature, pour moi en tout cas. Ça n'engage que moi. Certains s'en foutent s'en fichent éperdument du style. Pour moi, le style est très important. Quand on lit par exemple du Pessoa, ou on lit par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête encore? Oui, Dostoïevski ou Tolstoï. Quand on a ces maîtres de la littérature mondiale, et surtout Pessoa. Pessoa, pourquoi? Parce que Lilia a parlé de la sublimation des douleurs humaines. Et qui mieux que Pessoa pour parler de cela? Ou Dostoïevski aussi pour parler de cela. Donc moi j'estime que la littérature aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait chez nous des critiques littéraires, des gens exigeants pour le texte et les rencontres avec les textes, parce que écrire, tout le monde peut écrire, mais est-ce qu'on réussit? Est-ce que la mayonnaise prend? Si je puis me permettre trivialement, est-ce que la mayonnaise prend quand on écrit un roman? Souvent ça prend pas. On lit les premières pages et puis on abandonne parce que l'auteur ne nous emmène nulle part. Exactement. Mais il y a l'esthétique parfois. L'histoire peut sembler banale comme celle de Dostoïevski. Alors qu'est-ce que j'ai comme nouvelle en tête? Un homme. Oh là là, je l'ai pas en tête. Mais bref. Alors il raconte un état de suicide. Oui. Un état de suicide, et d'un coup il rencontre la culpabilité et il est sauvé de son suicide par la culpabilité, et la nouvelle démarre à partir de cela. Mais là, pourquoi j'évoque ce livre? Parce qu'il y a l'esthétique, parce que le dire comme ça, oui, c'est banal comme histoire, tout le monde se sent mal, il a envie de faire n'importe quoi, mettre fin à ses jours ou n'importe quoi, mais la raconter à la Dostoïevski, la raconter avec la beauté des mots. C'est ça, c'est ce qui fait la différence justement de chaque livre. Moi je dis l'écrivain est un sculpteur des mots. Bien sûr. C'est quelqu'un qui taille la pierre des mots dans le texte. C'est tout à fait et ça nous l'avons aujourd'hui en Algérie, chez nos contemporains.
Très bien. Et c'est aussi, on va finir avec ça. C'est aussi un psychologue et un psychanalyste parce qu'il arrive justement à l'âme du lecteur. Absolument. Voilà. Et le lecteur, il va adopter ou il va être habitué de cet auteur, c'est parce qu'il s'est retrouvé, il s'est identifié Exactement. et dans la beauté, et dans l'histoire, et dans la façon de raconter. Exactement. Donc voilà un petit peu la littérature, je crois que il y a... oui, on est tous d'accord, bien évidemment, avec ce que vous dites. Exactement, c'est sans fin. Parler de la littérature, c'est sans fin, parce qu'il y a plusieurs axes. Et merci de m'avoir compris. Très bien. En tout cas, on est tous d'accord avec ce que vous dites, Nadia, comme à chaque fois. Et on va continuer l'émission, la dernière ligne droite, et on va vous offrir une autre rubrique. Je pense que celle-là, vous avez eu déjà à la rencontrer. Absolument. Et c'est la rubrique Le saviez-vous avec Wahida. Et c'est juste après le jingle. Alors, on parle d'actualité cette semaine. On a vu une photo qui a un peu fait la une sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien partager avec vous la première photo, histoire de voir si vous avez vu un peu. Il y a eu la semaine dernière un défilé de mode d'une grande marque où on a observé une magnifique robe qui fait un petit clin d'œil à la robe algérienne. La deuxième photo, s'il vous plaît, qu'on vient de voir. Donc voilà, je pense que vous avez tous vu et croisé cette magnifique création. Donc on a tous dit plagiat. Oui, on l'a crié haut et fort. Moi-même, j'ai été commentée et laissé un commentaire à la marque pour leur dire c'est une robe Neili, c'est une robe algérienne. Et je pense qu'on a été 1 million à le faire, 1 million d'Algériens. Des millions. Mais j'ai vu les commentaires, 1 million de commentaires sur une publication en disant c'est notre patrimoine, c'est notre robe. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler de la robe Neili. Donc c'est une magnifique robe traditionnelle algérienne. Là, c'est celle qu'on a vue cette semaine avec la grande marque. Donc depuis toujours, vu qu'on parle de littérature, de beauté, d'écriture, d'art, on parle de la femme Neili, donc que ce soit dans la poésie, l'art, les livres. On a eu des tableaux qui sont magnifiques, qui ont fait la promotion de la femme Neili grâce à sa beauté. Alors la femme Neili, elle a une beauté arabe extraordinaire, exemplaire, où on parle de ça dans toute la planète. Dès qu'on voit les tableaux de dîner, on est impressionné face à cette belle femme algérienne qui a été dessinée avec ses belles robes Neili. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la magnifique robe Neili. Il faut savoir très belle robe. Voilà, là elle est un peu modernisée parce que nous en fait ce qu'on a vu et ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude de voir lors des grands événements, c'est cette photo qu'on a vue. Elle est un peu modernisée avec des petites perles et tout, mais il faut savoir qu'à la base, elle comporte plusieurs pièces et plusieurs bijoux. Encore, elle est meilleure et elle est plus belle que celle qu'on a l'habitude de voir. Donc moi j'étais impressionnée en préparant cette rubrique. Donc il faut savoir que le costume se compose de plusieurs pièces. Donc on commence. Pour ne pas me perdre, il y a la mlahfa. Donc la mlahfa, elle est portée sur le dos de la femme et fixée aux deux extrémités des épaules à l'avant. Est-ce qu'on peut voir une ancienne photo, s'il vous plaît? Donc elle est généralement plus courte que la jubba et souvent de couleur blanche, symbole de la pureté et de la chasteté pour la femme Neili. Donc elle se porte au devant. On a aussi tassa, donc il s'agit d'un bonnet qui est porté sur la tête, tissé en laine. Voilà, une ancienne photo. Une ancienne photo, brodée avec des fils d'or. Donc on voit aussi le bonnet qui est là. Oui, on le voit bien. Il y a le khamari aussi, c'est un morceau de tissu qui est en forme carrée, tissé à partir de fins fils de laine. Donc on utilise vraiment de la matière élégante, la matière première qui est classe aussi. Bien sûr. Donc elle est souvent brodée en noir et blanc sur les 4 bordures, tout simplement avec des couleurs vives. Même si on prend le carré, il est de couleur foncée, souvent il est en noir. Donc on utilise des couleurs vives pour le mettre en avant. Regardez le mlahfa, comment elle la porte. Très ancienne. Donc, voilà, exactement. Donc il y a aussi donc la femme, elle porte le khamari de la tête jusqu'aux pieds, comme on a vu sur la photo. Donc il peut être fait. C'est magnifique. Voilà. C'est très beau. Il peut être fait en dentelle ou tout simplement en foulard. Ça peut s'appeler le khamari ou bien zmelha. J'espère que je ne me suis pas trompée. Si mes copines de Nailiette me regardent, vous me corrigerez. Donc elles sont fixées sur le haut de la tête en enroulant avec une bande de tissu appelée abaour, également connue sous le nom de hawat. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment des pièces qui sont extraordinaires. Donc après que l'abaour il est enroulé
En fait, on se perd un peu parce que c'est beaucoup de pièces. Après, D'accord, quand il est enroulé, la femme le décore avec des bijoux. Voilà, Donc, très important aussi, qui ont, voilà, qui ont leur place pour sublimer aussi la tenue. Des ornements en argent, parce que c'est très important. Dans certaines régions, on utilise l'or, mais dans la région Neili, c'est l'argent quand on l'utilise. Donc, pourquoi on utilise beaucoup de bijoux? Tout simplement parce que comme le costume il est composé de plusieurs pièces, c'est pour les attacher entre elles. D'accord. Donc, en même temps, on les attache, on les sécurise et on met des bijoux pour bien les tenir. D'accord, voilà. Donc, exactement. Donc, elles utilisent El Medwa en argent, qui est une broche bien circulaire, placée au centre de la poitrine, tout simplement pour maintenir le khamari. Donc, vous avez vu, lorsqu'elle a porté il ressemble un petit peu au haïk pour pouvoir s'identifier. Au milieu, là, comme vous voyez sur la photo, elle met la broche pour bien le tenir, pour qu'il ne tombe pas. Voilà. Il y a aussi, elle peut rajouter une ceinture qui est portée autour de la taille, fabriquée avec des louis d'or. Et vous avez vu sur la photo moderne du créateur qui nous a un peu plagié, si on peut dire ça comme ça. Donc, on met des louis d'or. Et il paraît ou en argent. Donc, dès la naissance de la petite fille, on commence par lui collecter des petites pièces d'huile, que ce soit en argent ou en or. Et puis, chaque année, en fait, selon son âge, on rajoute chaque année une petite pièce autour de la taille. Et puis, vous avez vu, c'est comme un petit élastique noir ajustable selon la taille de la jeune fille. Donc, en étant petite, elle peut la porter. Et plus en grandissant, plus elle peut s'élargir. Et rajouter encore des petites pièces. Voilà. Là, c'est un petit peu la robe, elle est moderne avec straps qui sont super bons. On a rajouté ça aussi comme détail. Il y a aussi le khalkhal, le fameux khalkhal qui se porte, le khalkhal traditionnel. Donc, c'est des bracelets qui se portent à la cheville, des bracelets en argent. Il y a aussi des bagues Neili, spéciales de la région Neili, en argent toujours. Il y a aussi Shentouf et le Mhazma. Donc, c'est des bijoux qui sont vraiment... en fait, c'est les pièces à avoir. Oui, c'est des bijoux anciens qu'on connaît. Voilà. Et puis, moi, en préparant l'arrivée, j'ai dit, tiens, moi, j'ai été dans des mariages Neili. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pièces, mais pas autant que ce que je suis en train de dire, parce que c'est vraiment des pièces portantes. Et puis, il y a beaucoup de tissus, que ce soit par rapport aux matières qu'ils choisissent, ou tout simplement les bijoux. C'est extraordinaire. Donc, après avoir rassemblé toutes les pièces, ça nous donne la robe Neili et le costume Neili algérien. Donc, ce qu'on a vu avec le créateur, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires, ils ont dit oui, ça ressemble pas trop à la robe Neili. Enfin, c'est une petite inspiration, mais il manque des pièces. Moi, je vous réponds aujourd'hui à tous ceux qui ont commenté oui, ça manquait des pièces, parce que la robe Neili, elle a encore des bijoux, elle a aussi l'ahfa dielha avec laquelle elle la porte. Donc, il faut savoir qu'aussi, il y a le fameux détail. Les Nouaïl, qu'est-ce qu'elles portent, les femmes Nouaïl? Allez, je vous fais deviner. Quand on les a vus porter leur magnifique robe extraordinaire avec de très belles couleurs, les magnifiques bijoux, les plumes. Voilà, les plumes à la tête. Oui, alors une plume d'autruche ou bien ta fartaouche, parce qu'elle fait partie du patrimoine algérien, j'aime bien le dire en algérien. Donc elles sont placées sur la tête, d'où l'expression Andekaïcha Foukarasak. J'ai privilégié. Et il faut savoir que les notables de l'Algérie portaient une plume sur leur tête lors des grands événements pour pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on utilise l'expression Andekaïcha Foukarasak. Voilà. Donc vous avez vu, cela reflète vraiment notre identité algérienne, reflète notre beau patrimoine algérien, notre beauté se trouve dans chaque détail. Donc chaque bijou, chaque tenue raconte une histoire. Il faut savoir que nous, on voit ces jours-ci cette tenue qui est magnifique aussi, mais il lui manque des pièces. J'invite vraiment les créateurs à recréer les anciennes pièces, à les moderniser et pourquoi pas les voir justement pour qu'elle soit plus pratique, exactement, on peut porter plus souvent peut-être. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est une histoire de pratique et en même temps quand après, quand c'est pour la mariée, bien sûr, il vaut mieux garder la tenue telle qu'elle est, avec tous les détails. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir des photographes extraordinaires qui font des shootings photos magnifiques avec tous les détails. Moi, je souhaite vraiment à ce que, pour ceux qui ont déjà fait des photos avec leur robe complète, c'est le moment de les partager, de les faire sortir. Moi, je suis comme vous, Madame Nadia, j'invite tout le temps les gens à partager les belles choses concernant l'Algérie, parce que c'est à nous de donner l'information. Si ce n'est pas nous qui allons communiquer sur ça,
les autres ne vont jamais le faire. Et c'est l'occasion de le faire par rapport à la robe Naili avec l'actualité qui est en train de se passer. Il vaut mieux leur partager, expliquer. Et c'est beau en plus. Oui, c'est très beau, très élégant. Et puis, plus je vous écoutais sur la plume, et puis je me disais, les Amérindiennes, par exemple, dans des tribus indiennes dans le continent américain, plus ils ont de la notoriété, du poids, plus ils ont une plume. Et on trouve dans les tribus indiennes des plumes. Et chez nous, moi, je découvre ça dans une fête et j'étais émerveillée par la beauté. C'est vrai. Exact. Et aujourd'hui, on la trouve aussi avec de la dentelle, avec la belle dentelle. La belle dentelle, exactement. Très beau. C'est une matière qui est à l'air du temps, si je peux dire ça comme ça. Il y a des perles aussi, on a rajouté des perles dedans parce qu'avant, on ne cousait pas des perles dedans. Maintenant, il y a des perles. On choisit des motifs fleuris aussi. Avant, c'était uniquement du foncé et de l'uni. Là, on essaie de faire avec on essaie de suivre le temps, si je peux dire ça comme ça, être à l'air du temps. Donc, du coup, on essaie d'adopter selon les matériaux, selon les tendances. Et puis, les jeunes filles aimeraient bien apporter des trucs souples et pratiques pour pouvoir se déplacer. Donc, la tenue Naili est mise à l'honneur cet après-midi dans la rubrique Le saviez-vous, signé Wahida Salim Chérif. Merci Wahida. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Faisal, merci pour le choix de la rubrique cet après-midi. Nadia, ravie de vous avoir reçu encore une fois. Merci, c'est un bonheur. À très vite, n'hésitez pas à revenir. Et puis Hicham Touahriya, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, et bravo pour toutes les belles choses que vous faites, bien évidemment. Si j'ai un dernier message à transmettre, d'ailleurs, Wahida, dès qu'elle est rentrée sur le plateau, elle m'a directement voulu parler de ça. Enfin, il faut savoir que le don de sang, c'est pas seulement des collectes avec les camions, c'est pas seulement des collectes qu'on organise au niveau des universités ou dans les places publiques ou dans les mosquées, parce que maintenant il y aura le Ramadan, Inch'Allah, où la demande elle va augmenter. Enfin, les dons diminuent, la demande elle est toujours la même. C'est ça. Donc le don de sang, c'est tous les jours au niveau des hôpitaux, au niveau des CTS. Il y a plus de 240 centres de transfusion sanguine en Algérie. Donc c'est tous les jours, il faut se déplacer. C'est vrai que malheureusement, les heures de travail des CTS, c'est de 8h à 16h, c'est les mêmes heures de travail des donneurs et des étudiants, etc. Mais il faut se déplacer, être donneur régulier. Un seul don, c'est jusqu'à 3 vies. 3 vies, voilà, pas qu'une seule, jusqu'à 3 vies. Très bien. Et le besoin, il est constant. Le sang, c'est un produit qu'on ne fabrique pas. La seule façon de l'avoir, c'est de le donner. Très bien. Et le stockage du sang a une durée limitée. Donc, on continuera toujours à en avoir besoin. D'accord, très bien. En tout cas, on va finir avec ces belles paroles, bien évidemment. Très bon courage à vous. Merci à vous. Et à très vite, en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et bien évidemment, nous aurons le plaisir de vous retrouver